La pluie parisienne battait violemment contre les immenses baies vitrées de la Couronne. Cette brasserie de luxe nichée au cœur du 8e arrondissement était un théâtre où se jouaient les vanités mondaines. Derrière les sourires de façade et le tintement des coupes de champagne se cachait une réalité bien plus sombre. C'est l'histoire d'un empire bâti sur des sacrifices, menacé par l'avidité et la trahison, une histoire où les apparences sont mortelles. Vous allez découvrir comment une simple employée de cuisine, invisible aux yeux de tous, a fait basculer le destin d'un homme puissant. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque regard cache un couteau aiguisé. Antoine dirigeait son établissement d'une main de fer. À 50 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais son âme était vide. Son mariage avec Chloé, une mondaine obsédée par le luxe, n'était plus qu'un champ de mines émotionnelles. Dans l'ombre des cuisines, une femme intriguait tout le monde, Élodie. Engagée comme plongeuse, elle travaillait en silence, dissimulant sa véritable identité sous une perruque terne et des vêtements informes. Personne ne connaissait son passé tragique, personne ne savait qu'elle fuyait un danger mortel. Et au milieu de ce chaos naissant, Julien, un jeune barman talentueux et observateur, cherchait simplement sa place. Leur destin allait se percuter avec une violence inouïe. Antoine fixait son propre reflet dans le miroir vieilli au mercure qui ornait le mur derrière son bureau en acajou massif. Ses traits étaient tirés, ils étaient creusés par des années de nuits blanches et d'exigences culinaires frôlant la folie pure. Il passa une main lasse sur son visage. Il sentit la texture rugueuse de sa peau qui trahissait un manque de sommeil chronique et destructeur. Le bourdonnement sourd de la salle de restaurant lui parvenait comme un écho lointain. C'était un mélange sophistiqué de tintements de cristal pur. Il entendait les couverts en argent glissant sur la porcelaine de Limoges. Il percevait les murmures mondains de l'élite parisienne. Il possédait tout ce dont un homme ambitieux pouvait rêver. Une renommée internationale étincelante, des critiques gastronomiques louant son génie absolu, une cave à vin estimée à plusieurs millions d'euros. Pourtant, au fond de lui, une béance froide et sombre menaçait de l'engloutir tout entier. Son téléphone, posé sur le cuir du sous-main, vibra brutalement. Il brisa le silence relatif de son sanctuaire personnel. L'écran affichait le prénom de sa femme, Chloé. Une grimace d'anticipation douloureuse tordit ses lèvres gercées. Il savait exactement ce qu'il attendait au bout du fil. Des reproches acerbes et constants, des exigences financières extravagantes pour des futilités, une litanie de plaintes sur son absence perpétuelle à la maison. Antoine ferma les yeux avec force. Il inspira profondément l'odeur de cire d'abeille et de vieux papier qui flottait dans la pièce. Il était prisonnier de son propre succès étincelant. Il était un roi misérable enfermé dans un château de nappes blanches immaculées et de menues dégustations hors de prix. Il appuya finalement sur le bouton vert avec une réticence évidente. La voix aiguë et perçante de Chloé résonna immédiatement dans l'espace confiné de la pièce. Elle ne prit même pas la peine de le saluer correctement. Elle exigeait de savoir s'il comptait enfin rentrer pour le dîner ou s'il préférait encore dormir dans ce maudit restaurant. Antoine tenta de garder un ton neutre et apaisant. Il lui expliqua que la situation était critique en ce moment. Gilles, le directeur de salle en qui il avait une confiance aveugle, venait de poser sa démission le matin même. Le chaos menaçait de s'installer en plein service du soir. De plus, il devait finaliser un contrat crucial avec de nouveaux fournisseurs d'épices le lendemain à la première heure. Mais Chloé s'en moquait éperdument. Elle soupira bruyamment, faisant claquer sa langue avec mépris. Elle lui rappela que ses amis partaient en week-end à Milan et qu'elle se sentait abandonnée. Antoine sentit une vague de colère chaude monter dans sa gorge nouée. Cette femme vivait dans un monde d'illusions dorées. Elle dépensait des fortunes dans les boutiques de l'avenue Montaigne sans jamais se demander combien de sueurs et de larmes coûtait chaque billet. Elle ignorait la pression écrasante de maintenir une étoile au guide Michelin. Incapable de supporter une seconde de plus ces récriminations infantiles, il raccrocha sèchement. Le silence retomba lourdement dans le bureau. Il ouvrit le tiroir de son bureau et regarda la lettre de démission de Gilles. Une sensation d'isolement total l'envahit.
Il était entouré d'une armée de cuisiniers et de serveurs, mais il n'avait jamais été aussi désespérément seul. Dans la pénombre élégante du bar, Julien essuyait des verres en cristal avec une précision métronomique. Les lumières tamisées se reflétaient sur les bouteilles d'alcool rares alignées derrière lui. L'atmosphère était chargée d'odeurs de zeste, d'orange amer, de gin botanique et de bois de chêne. Antoine sortit de son bureau comme une tempête contenue. Il s'approcha du comptoir en zinc, le visage fermé. Son regard noir se posa sur Julien. Il avait besoin de passer ses nerfs sur quelqu'un. Son attention se porta soudain sur les portes battantes des cuisines. Élodie venait d'apparaître pour récupérer des paniers de verre sale. Elle portait un tablier gris taché d'eau et une charlotte ridicule qui cachait ses cheveux. Son visage ne trahissait aucune émotion. Elle ressemblait à un fantôme déambulant parmi les vivants. Antoine détestait cette femme depuis le premier jour. Le pôle emploi la lui avait imposée. Son mutisme constant et son indifférence apparente au drame de la brigade l'insupportaient au plus haut point. Il se pencha vers Julien en posant ses mains sur le comptoir glacé. Il baissa la voix, adoptant un ton venimeux. Il ordonna au jeune barman de pousser la plongeuse à bout. Il voulait qu'elle craque, il voulait qu'elle fasse un esclandre pour avoir un motif légitime de la licencier sur-le-champ pour faute grave. Julien fronça les sourcils, mal à l'aise face à cette demande cruelle. Il tenta de défendre Élodie. Il expliqua qu'elle travaillait dur et ne posait aucun problème. Mais Antoine frappa violemment le zinc de son poing. Il promit à Julien une prime substantielle s'il réussissait. S'il échouait, c'est lui qui prendrait la porte. Julien se retrouva coincé entre sa conscience morale et la nécessité de payer son modeste loyer parisien. Quelques minutes plus tard, Élodie revint près du bar avec un plateau de verres étincelants. Les serveuses du soir, vêtues de leurs uniformes noirs immaculés, observaient la scène du coin de l'œil. Elles murmuraient entre elles comme des vipères prêtes à frapper. Julien attrapa le premier verre posé par Élodie. Il le leva vers la lumière tamisée d'une applique en laiton. Ses doigts tremblaient légèrement. Il prit un ton arrogant, forçant sa voix à résonner dans l'espace feutré. Il déclara d'une voix forte que le verre était sale. Il pointa du doigt une poussière microscopique invisible à l'œil nu. Il ajouta avec mépris qu'elle ferait bien de se réveiller si elle voulait garder sa place misérable. Le silence tomba sur le bar. Les chuchotements des serveuses s'arrêtèrent net. Tout le monde retenait son souffle, attendant la réaction de la mystérieuse plongeuse. Élodie ne sia même pas. Ses yeux, d'un vert profond, croisèrent ceux de Julien. Il n'y avait aucune colère en elle, seulement une lassitude infinie et une sagesse étrange. Elle prit un torchon propre accroché à sa taille. D'un geste lent et gracieux, presque chorégraphié, elle essuya le bord du verre. Elle s'excusa d'une voix douce et atone, dénuée de tout sarcasme. Elle posa le verre, tourna les talons et retourna vers la moiteur des cuisines, sans un regard en arrière. Julien resta figé. Il tenait le verre comme un idiot, terrassé par la honte de son propre comportement. Antoine avait observé toute la scène depuis l'ombre d'un immense pilier en marbre. Son visage s'empourpra de fureur. L'échec de son stratagème le mettait dans une rage folle. Il s'avança à grands pas vers le bar, bousculant presque un serveur au passage. Ses narines palpitaient. Il regarda Julien avec un dégoût non dissimulé. Il lui cracha au visage qu'il n'était qu'un incapable, un bon à rien incapable de faire craquer une misérable femme de ménage. Julien, la mâchoire serrée, reposa délicatement le verre sur le comptoir. Il planta son regard dans celui injecté de sang de son patron. Il n'avait jamais supporté l'injustice. Il avait fait des études de psychologie avant de se tourner vers le monde de la nuit. Il savait analyser les hommes. Il dit à Antoine, d'une voix calme et mesurée, qu'il ferait mieux de chercher l'origine de sa frustration ailleurs que sur ses employés. La remarque fit l'effet d'une bombe. Les veines du cou d'Antoine se gonflèrent dangereusement. La lumière ambiante semblait accentuer la rougeur de sa peau. Il hurla à Julien de ramasser ses affaires et de disparaître à l'instant. Il le licenciait sur-le-champ. Le jeune homme retira lentement son tablier de barman professionnel. Il le plia avec un soin maniaque. Il le posa sur le zinc avec une dignité impressionnante. Sans ajouter un seul mot, il contourna le comptoir et se dirigea vers les vestiaires. Les serveuses baissèrent les yeux
terrorisée à l'idée d'attirer l'attention du patron tyrannique. L'injustice de la situation flottait dans l'air lourd de la brasserie. Dans la chaleur étouffante de la plonge, Élodie ouvrit une petite lucarne donnant sur une ruelle sombre. L'air glacé de novembre s'engouffra, caressant son visage en sueur. Elle avait parfaitement entendu les éclats de voix en salle. Elle savait que le jeune barman venait de perdre son emploi à cause d'elle. Une pointe de culpabilité perça son épaisse armure d'indifférence. Ses collègues racontaient toutes sortes de rumeurs absurdes à son sujet. Certaines disaient qu'elle sortait de prison. D'autres murmuraient qu'elle était une ancienne toxicomane que le chef avait pris en pitié. Elle laissait dire. Le silence était son meilleur bouclier. Elle retira ses gants en caoutchouc jaune poisseux. Ses mains étaient fines, élégantes, aux ongles courts, mais parfaitement limés, des mains qui ne correspondaient absolument pas à son emploi. Elle ferma les yeux un instant, écoutant le fracas des casseroles que le second de cuisine jetait dans le bac. Il fallait qu'elle tienne bon. Elle n'avait pas le droit de flancher. Pas maintenant. Pas avec ce qui était en jeu. Le service se termina dans une tension palpable. Antoine s'était enfermé dans son bureau, refusant de voir qui que ce soit. Élodie retira son tablier trempé. Elle enfila un vieux manteau de laine informe. Elle passa par la porte de service arrière, s'enfonçant dans la nuit parisienne. L'odeur des poubelles se mélangeait à celle des gaz d'échappement et de la pluie fraîche. Elle marcha d'un pas rapide vers la station de métro la plus proche. Elle ignorait qu'une ombre s'était détachée du mur pour la suivre à distance. C'était Julien. Il portait son blouson en cuir remonté jusqu'au menton pour se protéger du froid mordant. Il l'interpella juste avant qu'elle ne descende les escaliers poisseux de la bouche de métro. Il était essoufflé. Ses joues étaient rougies par la température. Il s'approcha d'elle avec une hésitation évidente. Il tenait un petit carton blanc noué d'un ruban fin. Il s'excusa maladroitement pour son comportement au bar. Il lui expliqua que le chef l'avait poussé à bout, mais qu'il n'aurait jamais dû accepter ce jeu cruel. Il lui tendit la boîte. Une odeur riche et envoûtante s'en échappa immédiatement. C'était un entremets opéra, un chef-d'œuvre de la pâtisserie française, un biscuit joconde imbibé de sirop de café, alternant avec des couches de crème au beurre et de ganache au chocolat noir profond. Le chef pâtissier le lui avait donné avant son renvoi précipité. Élodie regarda la boîte puis le visage sincère du jeune homme. Une lueur de surprise traversa ses yeux verts. L'arôme du café et du chocolat éveilla en elle des souvenirs enfouis depuis trop longtemps. Pour la première fois depuis des mois, un léger sourire étira le coin de ses lèvres. C'était un sourire fatigué, mais authentique. Elle regarda autour d'elle, jugeant la situation. Elle prit une décision inattendue qui allait changer le cours de sa vie. Elle proposa à Julien de l'accompagner jusque chez elle pour partager ce gâteau. Le jeune homme, pris au dépourvu par cette ouverture soudaine de la part de la femme la plus fermée du monde, accepta en bégayant à moitié. Le trajet en RER fut long et silencieux. Ils quittèrent les quartiers chics de la capitale pour s'enfoncer dans la banlieue nord. Ils descendirent à Aubervilliers. Le contraste avec l'avenue des Champs-Élysées était violent. Les réverbères clignotaient d'une lumière jaune maladive. Les trottoirs étaient jonchés de détritus balayés par le vent glacial. Julien observait l'environnement avec un malaise grandissant. De grandes barres d'immeubles sinistres se dressaient comme des forteresses de béton dans la nuit. Élodie marchait d'un pas assuré. Elle s'arrêta devant un bâtiment particulièrement délabré. Les boîtes aux lettres étaient éventrées. L'interphone avait été arraché depuis des années, laissant pendre des fils électriques dénudés. Julien ne put s'empêcher de faire une remarque maladroite sur la tristesse du lieu. Il regretta ces mots à la seconde où ils franchirent ses lèvres. Mais Élodie ne sembla pas offensée. Elle expliqua calmement que cet endroit abritait les naufragés de la société, des retraités sans le sou, des mères isolées fuyant la violence, des gens qui avaient tout perdu en un battement de cils. Ils s'engagèrent dans le hall, plongés dans une obscurité quasi totale. Seule la lueur blafarde de la lune filtrant par une vitre brisée éclairait les marches en ciment. L'atmosphère était lourde, chargée d'odeurs d'humidité, d'urine froide et de choux bouillis. Julien marchait juste derrière elle, essayant de ne pas faire de bruit.
Soudain, l'impensable se produisit dans ce couloir sinistre. En une fraction de seconde, Élodie pivota sur elle-même avec la rapidité d'un félin. Avant que Julien ne puisse comprendre ce qui se passait, il reçut un coup précis et foudroyant dans le plexus solaire. Le souffle coupé, il tituba en arrière. Immédiatement, il se retrouva violemment plaqué contre le mur de béton rugueux. L'avant-bras d'Élodie s'écrasa contre sa trachée, exerçant une pression douloureuse mais parfaitement calculée. Elle le tenait à sa merci. Le jeune homme essaya de se débattre, mais sa prise était d'une puissance stupéfiante pour une femme de son gabarit. Dans la pénombre, le visage d'Élodie n'était qu'à quelques centimètres du sien. Il sentait son souffle chaud et régulier, qui sentait curieusement la menthe poivrée. Elle murmura d'une voix glaciale. Elle lui demanda si son verre était toujours aussi sale. La terreur envahit Julien. Il balbutia des excuses pitoyables, incapable d'aspirer assez d'air. Il crut sincèrement que cette femme folle allait l'étouffer dans ce hall sordide. Puis, aussi rapidement qu'elle l'avait attaqué, elle relâcha la pression. Elle recula d'un pas. Julien glissa le long du mur. Il toussa violemment, massant sa gorge meurtrie. Élodie réajusta tranquillement son manteau de laine. Elle lui expliqua d'un ton parfaitement serein qu'elle voulait simplement lui donner une leçon. Elle voulait qu'il se souvienne qu'il ne faut jamais maltraiter quelqu'un parce qu'il semble faible ou inférieur. Elle l'aida à se relever. Son geste était ferme mais dénué de méchanceté. Ébahi par cette démonstration martiale, Julien se contenta d'acquiescer en silence. Ils gravirent les 5 étages à pied. La respiration de Julien était encore sifflante. Lorsqu'Élodie ouvrit la porte de son appartement, une immense surprise attendait le jeune homme. Le contraste avec l'extérieur délabré était saisissant. L'espace était minuscule mais incroyablement chaleureux. Les murs étaient peints d'un jaune ocre rappelant le soleil de la Méditerranée. Des tissus aux motifs orientaux complexes recouvraient un canapé usé, apportant des touches de rouge carmin et de bleu profond. De multiples lampes de sel et de petites guirlandes lumineuses créaient une atmosphère intime et sécurisante. L'air sentait l'encens au bois de santal et la fleur d'oranger. C'était un véritable cocon suspendu au-dessus de la misère urbaine. Julien en resta bouche bée. Il avoua avec sincérité qu'il trouvait l'endroit magnifique. Élodie le remercia d'un signe de tête. Elle lui indiqua qu'elle n'avait pas de table à manger. Ils allaient se devoir s'installer sur les coussins jetés à même le sol de la petite cuisine. Elle lui demanda de mettre de l'eau à chauffer dans la vieille bouilloire électrique pendant qu'elle allait se changer dans la salle de bain. Julien s'exécuta. Il prépara des tasses ébréchées mais propres. Son regard fut immédiatement attiré par la porte du petit réfrigérateur ronronnant. Une photo y était fixée par un aimant en forme de tagine. Elle montrait une petite fille aux boucles brunes riant aux éclats, portée par un homme grand et séduisant. En arrière-plan, l'architecture ocre et les palmiers suggéraient le Maroc. Le soleil inondait l'image de bonheur. La porte de la salle de bain s'ouvrit dans un grincement léger. Julien se retourna, tenant machinalement 2 sachets de thé à la bergamote. Ce qu'il vit le pétrifia sur place. La femme triste et courbée aux cheveux de paille avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme éblouissante. Élodie avait retiré sa perruque grotesque. Ses véritables cheveux, d'un brun profond et soyeux, tombaient en cascade sur ses épaules. Elle portait un simple pull en cachemire noir qui soulignait sa silhouette gracile et sa posture de danseuse classique. Son visage, débarrassé des artifices de la laideur, était d'une finesse aristocratique. Son cou long et délicat portait un fin collier en or. Ses yeux verts brillaient d'une intelligence vive. Julien déglutit avec difficulté. Il sentit ses joues s'enflammer. Il réalisa à quel point il s'était trompé sur toute la ligne. Il balbutia qu'il ignorait beaucoup de choses sur elle. Élodie éclata d'un rire cristallin, franc et joyeux. C'était un son merveilleux qui dissipa instantanément la tension résiduelle entre eux. Elle s'installa sur les coussins près du radiateur tiède. Elle l'invita d'un geste fluide à s'asseoir en face d'elle et à ouvrir la boîte du gâteau opéra. Julien obéit comme hypnotisé. Il servit le thé fumant. Les effluves de bergamote se mêlèrent à l'odeur puissante du chocolat noir. Il n'osait plus la regarder directement. Il se sentait minuscule face à l'aura de mystère et d'élégance que dégageait cette femme. Élodie prit une petite cuillère
et entama délicatement la surface lisse de la pâtisserie. Elle le regardait avec une curiosité bienveillante. La première bouchée du gâteau opéra fit fermer les yeux d'Élodie. Une expression de pur délice traversa son visage. Julien, de son côté, n'arrivait pas à avaler la moindre miette. Son esprit tournait à plein régime. Il la questionna doucement sur la photographie collée sur le réfrigérateur. Il voulait savoir qui était cet homme souriant et cette petite fille pleine de vie. Élodie posa sa cuillère en argent avec une lenteur calculée. Son regard s'assombrit légèrement. La nostalgie envahit la pièce comme un brouillard épais. Elle expliqua que l'homme s'appelait Bastien. Il était l'amour de sa vie, le père de sa fille, Léa. Elle ajouta que Léa était actuellement en sécurité chez une nourrice de nuit. Elle baissa les yeux vers ses mains fines. Julien remarqua qu'elle tenait son dos parfaitement droit, une habitude ancrée dans le corps. Il lui fit part de ses observations. Il avait remarqué sa grâce, sa façon aristocratique de se mouvoir, la qualité du tissu de son pull. Il était barman. Il passait ses nuits à analyser les clients de la haute société parisienne. Il savait reconnaître l'élégance innée qui ne s'achète pas. Il affirma qu'elle venait d'un milieu privilégié. Élodie resta silencieuse un long moment. Le tic-tac de la vieille horloge murale semblait résonner bruyamment. Elle ramassa les miettes de chocolat du bout du doigt. Finalement, elle soupira. Elle décida qu'il était temps de briser le silence. Elle avait besoin de se confier. Ce garçon avait fait preuve de bonté en lui apportant ce dessert. Il méritait la vérité. Elle le regarda droit dans les yeux, prête à replonger dans son passé. Élodie commença son récit d'une voix douce mais ferme. Elle était effectivement née dans la haute bourgeoisie parisienne. Son père était un diplomate de haut rang. Sa mère, une héritière d'une vieille famille industrielle. Son enfance avait été rythmée par les réceptions guindées dans les salons de l'hôtel de ville et les vacances dans les chalets luxueux de Mégève. On attendait d'elle qu'elle suive la voie royale. Sciences Po, un mariage de raison, une vie confortable mais atrocement prévisible. Mais Élodie étouffait dans cette cage dorée. Sa seule passion, son oxygène, c'était la danse contemporaine. Quand elle annonça à ses parents qu'elle refusait d'entrer à l'université pour intégrer une troupe de danseurs professionnels, le scandale fut monumental. Les cris résonnèrent dans le vaste appartement du 16e arrondissement. Sur le coup de la colère, son père lui ordonna de partir si elle choisissait cette vie de bohème. À leur grande surprise, elle fit ses valises le soir même. Elle quitta les moulures et les dorures pour atterrir dans une chambre de bonne minuscule sous les toits de Paris en zinc. Pour payer ses cours de danse, elle enchaînait les petits boulots épuisants. Elle faisait déjà la plonge dans des bistrots bruyants. Ses parents tentèrent de la ramener à la raison quelques mois plus tard. Mais elle avait goûté à la liberté absolue. Le mouvement de son corps dans l'espace, la sueur des répétitions, l'adrénaline de la scène. Rien ne pouvait plus la faire revenir en arrière. Julien écoutait, fasciné par la détermination incandescente de cette femme. C'est dans cette troupe de danse contemporaine qu'elle avait rencontré Bastien. Il était lui aussi un danseur acharné, vivant pour l'art et l'expression corporelle. Leur amour fut fulgurant, une passion fusionnelle brûlante qui se traduisait dans leur chorégraphie intense. Ils gravirent les échelons ensemble. Le talent de Bastien était immense. Bientôt, ils devinrent les étoiles montantes de la scène européenne. Les tournées s'enchaînèrent. L'argent commença à rentrer de manière significative. C'est lors d'une tournée prestigieuse au Maroc, à Marrakech, qu'ils tombèrent éperdument amoureux de la culture locale. Les couleurs vibrantes de la médina, la chaleur écrasante du soleil sur la peau, la générosité des habitants, mais surtout, ils découvrirent une gastronomie bouleversante. Les odeurs de safran pur, de cumin torréfié, de cannelle et d'agneau, confits aux abricots, les envoûtèrent totalement. Ils passaient leur journée de repos à arpenter les souks, discutant avec les marchands d'épices, notant des recettes ancestrales sur des carnets écornés. Mais le destin est souvent cruel avec ceux qui touchent le soleil de trop près. Le soir de la première de leur spectacle, au cœur d'un palais historique, le drame survint. La scène, mal sécurisée par des organisateurs corrompus, s'effondra au milieu du premier acte. Le fracas du bois brisé résonna encore dans les cauchemars d'Élodie. Bastien tomba lourdement.
une poutre brisée lui fracassa la jambe gauche. Les médecins marocains furent formels. Il marcherait à nouveau, mais il ne danserait plus jamais. Le rêve s'arrêtait net dans la poussière et le sang. Le retour à Paris fut une descente aux enfers. Bastien sombra dans une profonde dépression. Élodie, refusant de le laisser sombrer seul, quitta la troupe. Elle découvrit qu'elle était enceinte de Léa. C'était un rayon de lumière dans l'obscurité. Pour survivre et donner un nouveau sens à leur vie, ils décidèrent de se réinventer. Ils investirent toutes leurs économies, récoltées grâce à leur tournée, dans un projet fou. Ouvrir un restaurant fusion franco-marocain dans le quartier branché du Marais. Ils voulaient recréer la magie qu'ils avaient ressentie dans les souks de Marrakech. L'établissement, baptisé l'Oasis, connut un succès fulgurant et immédiat. Le tout Paris s'y pressait. Leurs tagines, revisitées, et leur couscous à l'huile d'argan devenaient incontournables. Ils étaient heureux. La vie leur souriait à nouveau, mais leur innocence en affaires allait causer leur perte. Un jour, des fournisseurs apparemment respectables leur proposèrent un contrat exclusif pour importer des épices rares directement de l'Atlas marocain. Ils leur présentèrent même un chef de partie exceptionnel pour soulager Bastien en cuisine. Ils acceptèrent aveuglément. Quelques semaines plus tard, la douane française intercepta une de leurs livraisons. Les sacs de safran et de ras el hanout étaient farcis de kilos de cocaïne pure. C'était un coup monté d'une précision chirurgicale. Le cartel utilisait leur restaurant renommé comme couverture parfaite pour blanchir la drogue à travers le nouveau chef complice. La police fit une descente fracassante en plein service. Le cauchemar absolu s'abattit sur eux. Bastien fut arrêté brutalement devant les clients horrifiés. Il fut placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Les vrais coupables, les fameux fournisseurs, s'étaient volatilisés dans la nature avec de fausses identités. Leurs avocats ruinaient leurs finances sans aucun résultat. Bastien, dont le cœur avait été affaibli par les chocs successifs et le désespoir, ne supporta pas l'incarcération. Il fit un infarctus foudroyant dans sa cellule sordide. Il mourut seul, loin d'Élodie et de sa petite-fille. Le restaurant fut saisi et fermé définitivement par les autorités. Élodie se retrouva du jour au lendemain veuve, ruinée et potentiellement ciblée par les trafiquants qui craignaient qu'elle ne révèle des informations compromettantes. Prise de panique, elle vida leurs comptes bancaires restants. Elle prit Léa sous le bras et fuit au cœur de la nuit. Elle trouva refuge auprès d'une association secrète pour les femmes en danger. C'est eux qui lui trouvèrent cet appartement délabré à Aubervilliers. C'est eux qui lui fournirent cette perruque hideuse et lui dénichèrent ce poste de plongeuse à la Couronne. Elle devait se faire oublier, devenir transparente, disparaître aux yeux du monde pour protéger la vie de son enfant. Julien écoutait cette tragédie avec des larmes refoulées, piquant ses yeux. La force de caractère de cette femme forçait l'admiration la plus totale. Il posa sa main doucement sur la sienne. Il lui jura, d'une voix vibrante d'émotion, qu'elle pouvait compter sur lui. Il ne dirait rien. Il serait son allié dans cette ville cruelle. Pendant qu'Élodie trouvait un réconfort inattendu dans son modeste appartement de banlieue, Antoine vivait son propre enfer dans son luxueux triplex du Trocadéro. Lorsqu'il poussa la lourde porte blindée, il fut accueilli par une scène de dévastation. Chloé l'attendait. Elle n'était pas endormie. Elle était vêtue d'un peignoir en soie rouge sang, le maquillage coulant sur ses joues creuses. Elle tenait une coupe de champagne vide à la main. Le sol du salon immaculé était jonché de débris de porcelaine de Sèvres. Elle avait brisé plusieurs vases inestimables dans une crise d'hystérie pure. Dès qu'elle le vit, elle hurla comme une furie. Elle l'accusa de la délaisser. Elle affirma qu'il devait sûrement entretenir des maîtresses dans toute la capitale pour justifier ses retards incessants. Antoine la regarda avec un dégoût viscéral. Il n'essaya même pas de se défendre ou de crier plus fort qu'elle. La fatigue lui écrasait les épaules comme une chape de plomb. Il contourna les morceaux de porcelaine tranchants sans prononcer un seul mot. Il se dirigea vers la chambre d'amis, désireux de fuir cette folie destructrice. Il s'enferma à double tour. Il se laissa tomber sur le matelas froid, mais le repos lui fut refusé.
Une odeur entêtante et écœurante imprégnait les draps de la chambre d'Amy. C'était le parfum de Chloé, un extrait de tubéreuse et de jasmin lourd et suffocant. Il avait toujours détesté cette fragrance qui lui donnait d'affreuses migraines. Pourquoi les draps de cette chambre sentaient-ils son parfum? La réalisation le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Elle ne dormait jamais ici. Quelqu'un d'autre y avait dormi avec elle. La nuit entière, Antoine resta éveillé, fixant le plafond mouluré dans l'obscurité. La trahison de sa femme brûlait dans ses veines, comme de l'acide pur. Il imaginait des scénarios sordides se déroulant sous son propre toit pendant qu'il s'épuisait au restaurant. Au petit matin, les traits tirés et le regard noir, il quitta l'appartement sans dire un mot à Chloé, qui dormait profondément dans leur chambre principale. Lorsqu'il arriva à la Couronne, l'atmosphère était lourde. L'absence de Julien au bar laissait un vide béant. Les serveurs évitaient soigneusement son regard. Soudain, les portes de la brasserie s'ouvrirent à la volée. Chloé fit son entrée, resplendissante dans un tailleur Chanel impeccablement ajusté. Elle souriait de toutes ses dents, comme si la crise d'hystérie de la veille n'avait jamais existé. Le bruit de ses talons aiguilles résonnait sur le marbre blanc du sol. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle marchait un homme grand, athlétique, au regard fuyant et dissimulé sous une casquette sombre. Il portait un blouson en cuir usé qui jurait horriblement avec le décor fastueux de l'établissement. Antoine se figea. Il sentit immédiatement, à des mètres de distance, l'odeur persistante et écœurante de tubéreuse et de jasmin émanant de l'inconnu. Son sang ne fit qu'un tour. C'était lui, l'amant de sa femme. Chloé s'approcha, posant une main aux ongles manucurés sur le bras d'Antoine. Elle prit une voix suave et mielleuse, presque enfantine. Elle lui annonça qu'elle venait s'excuser pour son comportement de la veille et qu'elle lui apportait un cadeau pour se faire pardonner. Chloé présenta l'inconnu mystérieux comme un chef cuisinier de grand talent. Elle suggéra avec insistance qu'Antoine l'engage immédiatement pour pallier les manques de personnel en cuisine. Le cynisme de la situation était vertigineux. Antoine serra les dents si fort que sa mâchoire en devint douloureuse. Il jeta un regard froid au prétendu chef, dont les yeux sombres et reptiliens trahissaient une arrogance malsaine. Antoine comprit immédiatement que cet homme n'avait jamais tenu un couteau de cuisine professionnel de sa vie. Ses mains étaient trop lisses, il n'y avait aucune brûlure, aucune cicatrice. Il refusa sèchement de l'intégrer à la brigade, affirmant que ses cuisines n'étaient pas un terrain de jeu. Mais une idée perverse germait dans son esprit bouillonnant de colère. Puisque ce misérable amant voulait travailler, il allait le faire souffrir. Il lui ordonna d'enfiler un tablier et de prendre la place vacante au bar. L'homme hésita, jetant un regard paniqué à Chloé, mais finit par accepter silencieusement. Antoine se promit de le briser lentement, jour après jour. Chloé, visiblement ravie de son stratagème, le suivit dans son bureau luxueux. Elle s'assit sur le fauteuil en cuir avec la grâce d'une vipère. Elle lui annonça, avec un sourire machiavélique, qu'elle savait qu'il allait recevoir les fameux fournisseurs d'épices marocaines d'une minute à l'autre. Gilles, l'ancien directeur, le lui avait dit. Elle proposa une idée cruelle et absurde. Elle voulait qu'Antoine convoque la misérable plongeuse lors de la réunion et la présente aux fournisseurs comme étant sa propre femme. Elle voulait rire de leur réaction confuse avant de faire son entrée théâtrale pour sauver la situation. Elle avait un besoin maladif de se sentir supérieure. Antoine trouva l'idée totalement puérile et profondément inappropriée pour un rendez-vous d'affaires capital. Mais une autre pensée diabolique traversa son esprit fatigué. Si la plongeuse venait ruiner cette réunion importante avec son allure repoussante et son mutisme légendaire, il aurait enfin l'excuse parfaite et irréfutable pour la congédier sur-le-champ devant témoins. Cela lui permettrait d'évacuer une partie de sa rage monumentale. Il feignit d'accepter le jeu tordu de Chloé. Il lui dit de se cacher dans le bar en attendant le signal. Chloé sortit du bureau, en trépignant d'excitation, comme une enfant gâtée. Antoine descendit immédiatement dans l'enfer des cuisines. La chaleur et les cris tranchaient avec le silence feutré de son bureau. Il trouva Élodie en train de récurer frénétiquement une marmite en fonte avec une paille de fer.
L'eau bouillante dégageait une vapeur épaisse qui collait sa blouse à son corps menu. Il s'approcha d'elle en affichant un sourire faux et carnassier. Il lui ordonna de laisser sa vaisselle crasseuse. Il lui demanda, avec un ton faussement mielleux, de lui rendre un service inhabituel. Il lui expliqua qu'il avait besoin qu'elle joue le rôle de sa femme pendant 10 minutes lors d'une réunion au sommet. Élodie s'arrêta net. Ses mains gantées de caoutchouc jaune restèrent suspendues au-dessus de l'eau savonneuse. Elle ne montra aucune surprise. Son visage resta de marbre sous sa perruque affreuse. Elle fixa le grand chef étoilé avec une intensité glaçante. Elle savait très bien qu'il cherchait à l'humilier publiquement, mais elle retira lentement ses gants, sans prononcer le moindre mot. Elle hocha simplement la tête et commença à le suivre dans les couloirs labyrinthiques. Pendant qu'Élodie montait les escaliers de service de la couronne, un balai de berlines noires se garait devant l'entrée principale de la brasserie parisienne. 2 hommes, en costume sombre, impeccablement coupés, en descendirent. Ils dégageaient une assurance froide et calculée, propre aux hommes d'affaires impitoyables. Ils furent escortés par le maître d'hôtel directement vers le luxueux bureau d'Antoine, dissimulé au premier étage. L'odeur du cuir, de l'encaustique et du pouvoir emplissait la vaste pièce. Le premier homme, qui se présenta sous le nom d'Olivier, abordait un sourire carnassier. Ses yeux, tels des lames de rasoir glacées, scrutaient chaque détail de l'ameublement précieux. Son acolyte, une montagne de muscles silencieuses, portait une mallette métallique sécurisée. Antoine les accueillit avec l'élégance requise. Il leur offrit des expressos brûlants dans des tasses en porcelaine fine. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension non dite. Olivier refusa le café avec un geste brusque de la main. Il expliqua, d'un ton sec et professionnel, qu'il n'avait pas de temps à perdre en mondanité futile. La cargaison exceptionnelle de safran pur, de cumin de l'Atlas et de rasel à nous attendait d'être dédouanée. Il voulait passer immédiatement à la signature du contrat juteux qui allait lier le destin du prestigieux restaurant à leur mystérieuse société d'importation. Antoine, toujours obsédé par sa vengeance mesquine contre la plongeuse, hocha la tête avec satisfaction. Les papiers furent étalés sur le sous-main en cuir fauve. Les stylos plumes en or furent dégainés. Tout semblait parfaitement orchestré. C'est à cet instant précis que la lourde porte en acajou du bureau s'ouvrit sans un bruit. Élodie fit son entrée. Le contraste entre son apparence misérable et le faste écrasant de la pièce était choquant. Elle portait toujours son hideux tablier de plongeuse couvert de taches d'eau graisseuse et de détergent industriel. Sa charlotte ridicule écrasait ses cheveux artificiels. Ses chaussures de sécurité en plastique couinaient légèrement sur le parquet en pointe de Hongrie. Les 2 fournisseurs mafieux se figèrent net, décontenancés par cette apparition incongrue. Ils jetèrent des regards interrogateurs et irrités vers le chef étoilé. Antoine, savourant intimement ce moment de malaise, arbora un large sourire d'une hypocrisie écœurante. Il se leva et désigna Élodie d'un geste théâtral de la main. Il la présenta officiellement comme sa chère épouse, une femme merveilleuse qui n'hésitait pas à mettre la main à la pâte dans les cuisines pour soutenir son mari dévoué. Les hommes d'affaires, tentant de masquer leur profond dégoût et leur incompréhension face à cette femme repoussante, se levèrent par pur réflexe de politesse hypocrite. Ils balbutièrent quelques salutations maladroites. Élodie, silencieuse, s'avança lentement vers le grand bureau en bois massif. Ses yeux verts, d'une acuité terrifiante sous son accoutrement ridicule, se posèrent directement sur le visage du leader, Olivier. Elle l'observa un instant avec une intensité insoutenable. Son regard glissa ensuite vers le contrat imposant posé sur le cuir. La tension montait inexorablement. L'air devenait irrespirable. Antoine jubilait intérieurement. Il attendait le moment fatidique où elle ferait une bourde impardonnable. Mais la scène ne se déroula absolument pas comme Antoine l'avait minutieusement planifié dans son esprit vengeur. Élodie ne baissa pas les yeux. Elle ne fit pas demi-tour en tremblant de honte. Avec une autorité glaciale qui figea le sang de toutes les personnes présentes, elle avança sa main fine et calleuse. Elle saisit le lourd contrat de plusieurs pages avant que quiconque n'ait le temps de réagir. Elle le souleva avec dédain, laissant ses yeux parcourir les clauses financières complexes imprimées en petits caractères.
Les fournisseurs se tendirent instantanément. La main de l'homme de main glissa discrètement vers l'intérieur de sa veste sombre. Le silence dans le bureau devint étouffant. Élodie leva alors les yeux vers Antoine. La voix qui sortit de sa bouche n'avait plus rien à voir avec le murmure soumis et effacé de la plongeuse résignée. C'était la voix puissante, claire et tranchante d'une femme d'affaires impitoyable. Elle l'appela chérie, avec une ironie mordante qui claqua comme un coup de fouet. Elle lui conseilla fermement de ne surtout pas apposer sa signature au bas de ce document maudit. Antoine s'étrangla à moitié. Son visage devint cramoisi. Il se leva brusquement. Il s'apprêtait à hurler et à appeler la sécurité pour jeter cette folle hors de son sanctuaire. Il croyait qu'elle détruisait délibérément la transaction la plus importante de l'année. Mais les mots suivants d'Élodie le pétrifièrent sur place, le clouant à son fauteuil de cuir. Elle venait de faire sauter le couvercle de la boîte de Pandore avec une froideur terrifiante. Élodie pointa un doigt accusateur vers le visage blême d'Olivier. Elle déclara, d'une voix qui résonnait comme un couperet, que l'entreprise Soleil d'Atlas n'existait dans aucun registre de commerce officiel. Elle affirma, plongeant son regard émeraude dans les yeux fuyants des deux criminels, que ces hommes opéraient sous de fausses identités méticuleusement construites. Elle déballa la machination avec une clarté implacable. Elle expliqua à un Antoine médusé que ces prétendus fournisseurs d'épices d'exception utilisaient les livraisons de safran et de cumin en gros pour dissimuler et transporter des kilos de cocaïne pure à travers les frontières européennes. Elle dévoila leur mode opératoire criminel. Une fois la marchandise illicite arrivée dans les prestigieuses cuisines du restaurant étoilé, elle était redistribuée discrètement par un chef complice qu'ils imposaient lors de la signature du contrat. Le sang d'Antoine se figea brusquement dans ses veines. La réalité le percuta avec la violence d'un train à grande vitesse. L'amant de Chloé, ce faux chef minable au blouson de cuir qui puait le jasmin écœurant, que sa propre femme avait amené ce matin même en insistant lourdement pour qu'il travaille en cuisine. Tout prenait un sens macabre. C'était un complot monumental. Sa propre épouse l'avait vendu à un dangereux cartel de la drogue. Le piège s'était refermé sur son établissement sans qu'il ne voie rien venir. Aveuglé par son arrogance et son travail acharné, le souffle court, il regarda Élodie, cette soi-disant plongeuse misérable, comme si elle était un ange de la vérité descendu du ciel. La panique s'empara immédiatement des deux criminels. Le masque de respectabilité mondaine d'Olivier tomba en morceaux. Ses traits se tordirent en une grimace de rage absolue. Il hurla que cette femme crasseuse était complètement folle. Il affirma que ce n'étaient que des calomnies absurdes proférées par une employée jalouse et instable. Son acolyte, le colosse silencieux, s'avança d'un pas menaçant, la main toujours enfouie dans sa veste de créateur, prêt à dégainer une arme. Mais Élodie ne recula pas d'un millimètre. Elle resta droite, stoïque, affichant une détermination inébranlable sculptée par des mois de deuil et de fuite. Elle rétorqua calmement, avec un cynisme glaçant, qu'il leur serait facile de prouver sa folie devant les enquêteurs de la brigade des stupéfiants qui venaient tout juste d'arriver dans le hall de la brasserie. En effet, au moment même où elle prononçait ces mots libérateurs, le fracas assourdissant de la porte d'entrée volant en éclats résonna jusqu'au premier étage. Des dizaines de policiers lourdement armés de la brigade de recherche et d'intervention, le visage masqué par des cagoules noires, envahirent les luxueux couloirs de la couronne. Élodie avait minutieusement préparé son coup. Elle n'avait pas simplement attendu son heure dans l'ombre des cuisines. Depuis des semaines, elle rassemblait secrètement des preuves, notant les plaques d'immatriculation, écoutant aux portes, reconstituant le puzzle tragique qui avait causé la mort de Bastien. Elle avait contacté ses alliés de l'association qui avaient relayé le dossier béton aux plus hautes instances policières. L'assaut policier fut bref, violent et d'une efficacité chirurgicale. Les officiers de la BREP enfoncèrent la porte du bureau en acajou. Ils plaquèrent violemment les deux mafieux stupéfaits contre le sol en parquet. Le cliquetis métallique froid des menottes résonna dans la pièce désormais saccagée. Dans le chaos assourdissant, Élodie se retourna et quitta le bureau de la direction sans jeter un seul regard en arrière. Son tablier de plongeuse flottait légèrement autour de ses jambes.
Elle descendit majestueusement l'escalier en colimaçon orné de fer forgé, traversant l'effervescence de la salle de restaurant envahie par les forces de l'ordre. En bas, au niveau de l'étincelant bar en zinc, la scène était tout aussi dramatique. Le faux chef cuisinier, l'amant puant le jasmin, était plaqué violemment contre le comptoir par 2 policiers robustes. Il hurlait des injures incohérentes en essayant vainement de se débattre. Juste à côté de lui, Chloé, son épouse manipulatrice, était livide. Son tailleur Chanel était froissé. Le maquillage coulait sur ses joues creuses déformées par la terreur la plus pure. Un inspecteur en civil lui lisait sévèrement ses droits d'une voix monocorde. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle suppliait les policiers, tentant pathétiquement de jouer la carte de la victime ignorante. Antoine, descendant lentement les marches de l'escalier, observa ce spectacle pitoyable depuis les hauteurs. Son monde luxueux s'effondrait sous ses yeux, mais bizarrement, il ressentait un immense soulagement. Le poison avait enfin été extrait de sa vie. Il vit Élodie sortir silencieusement par la petite porte de service, disparaissant comme un fantôme dans la froide brume parisienne. Le soir même, dans le minuscule mais chaleureux appartement d'Aubervilliers, Julien et Élodie se tenaient silencieux près de la fenêtre embuée. Julien n'avait pas osé poser de questions. Il savait qu'elle lui raconterait la conclusion de ce drame incroyable quand elle serait prête. Le bruit de la circulation lointaine du périphérique parisien bourdonnait doucement. Élodie avait pris une douche brûlante. Elle portait un long gilet en grosse maille qui soulignait sa délicatesse. L'affreuse perruque avait fini sa vie au fond d'une poubelle du restaurant. Ses cheveux sombres, enfin libres, encadraient son beau visage apaisé. Elle se tourna vers Julien avec un sourire las mais profondément soulagé. Elle lui raconta les événements de la matinée. Elle expliqua comment le cartel international qui avait injustement détruit la vie de Bastien et l'avait obligée à fuir comme une criminelle venait d'être anéanti en un seul coup de filet magistral. Elle raconta l'arrestation de la femme du grand chef, impliquée jusqu'au cou dans cette machination sordide par avidité financière et par luxure. Julien écoutait ce récit haletant avec des yeux ronds d'émerveillement. Il n'aurait jamais imaginé compatir un jour au sort d'Antoine, son patron tyrannique et exécrable. Mais il reconnaissait volontiers que la chute vertigineuse de ce roi de la gastronomie était tragique. Soudain, la sonnerie perçante de la porte d'entrée retentit dans le petit appartement. Le bruit inattendu fit sursauter Julien. Élodie fronça légèrement les sourcils, mais son visage resta d'un calme olympien. Elle posa sa tasse de thé fumant sur le rebord de la fenêtre. Elle alla ouvrir la porte blindée avec prudence. Sur le palier sombre et mal éclairé se tenait Antoine. Le grand chef doublement étoilé de la couronne semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures seulement. Ses épaules étaient affaissées sous le poids de la honte et de la fatigue nerveuse. Ses yeux étaient cernés de poches sombres. Il n'avait plus aucune arrogance. Il ressemblait à un homme brisé. D'une voix rauque et hésitante, complètement dépourvue de sa morgue habituelle, il demanda humblement s'il pouvait entrer. Élodie s'effaça silencieusement, le laissant pénétrer dans le modeste refuge. Julien, très mal à l'aise de retrouver son ancien bourreau dans ce contexte intime, fit mine de rassembler ses affaires pour s'éclipser discrètement. Mais Antoine leva une main tremblante. Il implora le jeune homme de rester. Il avait besoin que Julien entende ce qu'il s'apprêtait à dire. Antoine se tourna lentement vers Élodie. Les mots semblaient s'arracher douloureusement de sa gorge nouée. Il la remercia du fond de son âme brisée. Il savait pertinemment qu'elle avait monté ce piège implacable pour venger la mémoire de l'homme qu'elle aimait. Mais ce faisant, elle l'avait également sauvé, lui. Elle avait sauvé son nom prestigieux, son restaurant, le travail de toute une vie, l'empêchant de finir croupissant dans une cellule de prison pour complicité de trafic de drogue internationale. Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard vert et perçant de la jeune femme. Il lui demanda un pardon sincère pour son comportement méprisable, ses humiliations constantes et sa cruauté quotidienne dans les sous-sols infernaux de la brasserie. Antoine fouilla dans la poche intérieure de son luxueux manteau en cachemire froissé. Il en sortit un lourd trousseau de clés brillantes. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les tendit vers Élodie. Il lui expliqua d'une voix brisée
qu'il avait mené une enquête rapide sur elle dans l'après-midi grâce à ses nombreuses connexions. Il savait désormais tout de son passé, glorieux de danseuse, de son restaurant marocain prospère, de la mort tragique de Bastien et de sa situation financière désastreuse de mère célibataire. Il déposa solennellement les clés dans la paume de la jeune femme ébahie. Il lui annonça qu'il s'agissait des clés d'un magnifique appartement de fonction situé en plein cœur de Paris. Ce n'était pas tout, il lui offrait également une part de 30% dans le capital de la couronne. Élodie tenta de balbutier un refus poli, effrayé par l'ampleur du geste. Mais le chef étoilé l'interrompit avec une douceur paternelle inattendue. Il ajouta qu'il la suppliait d'accepter le poste très convoité de directrice générale de la brasserie. Gilles, l'ancien directeur lâche, était parti pour de bon. Le restaurant avait désespérément besoin d'une personne forte, d'une résilience absolue, dotée d'une vision affûtée et d'une honnêteté inébranlable. Élodie était la seule capable de redresser le navire à la dérive. La jeune femme resta silencieuse, les yeux fixés sur l'acier brillant des clés posées dans sa paume droite. La perspective de sortir enfin Léa de cette misère sordide, de retrouver un statut digne et un travail à la hauteur de ses immenses capacités, était une proposition qu'elle ne pouvait décemment pas rejeter. L'atmosphère dans la petite cuisine était lourde d'émotions intenses. Antoine, le visage marqué par les épreuves de la journée, pivota lentement vers Julien. Le jeune homme se raidit instinctivement, attendant une attaque. Mais le regard d'Antoine était empli d'une tristesse infinie et d'une tendresse inattendue. D'une voix presque inaudible, le puissant chef s'adressa à lui. Il lui avoua qu'il était profondément désolé. Julien recula d'un pas. Il répondit avec une pointe d'ironie amère qu'ils étaient quittes, rappelant qu'il ne s'était pas gêné pour dire ses 4 vérités avant d'être congédié sans ménagement. Mais Antoine secoua doucement la tête. Un sourire amer étira ses lèvres gercées. Il avoua que le jeune homme avait eu un courage extraordinaire. Julien avait préféré sacrifier son gagne-pain plutôt que de courber l'échine devant la cruauté gratuite. C'était une preuve d'intégrité morale exceptionnelle. Puis, les larmes aux yeux, Antoine prononça une phrase qui figea le temps. Il murmura qu'il regrettait de ne pas lui avoir transmis cette honnêteté viscérale, et que Julien tenait heureusement cette qualité de sa merveilleuse mère. Le cœur de Julien rata un battement violent. Son esprit se brouilla dans un tourbillon d'incompréhension totale. Il balbutia, demandant comment le chef pouvait connaître l'existence de sa mère bien-aimée. Antoine prit une profonde inspiration, vacillant presque sur ses jambes. Il avoua, brisant 30 ans de silence lâche, qu'il était son père biologique. L'arrogant chef de cuisine avait abandonné une jeune étudiante enceinte, à l'époque de ses débuts ambitieux, croyant mériter un destin plus grand. Il avait reconnu son fils dès le jour de son embauche, effrayé et honteux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un an plus tard, l'atmosphère à la couronne était radicalement différente. Les murs de la brasserie résonnaient de rires sincères et de musique chaleureuse. Antoine et la mère de Julien venaient s'unir lors d'une cérémonie intime et profondément touchante. L'homme brisé par le cynisme avait retrouvé l'humanité grâce à l'amour véritable et au pardon de son fils retrouvé. Dans la pénombre élégante du bar, Julien, redevenu le mixologue star de l'établissement, observait Élodie s'approcher de lui. Elle irradiait d'une beauté époustouflante dans sa longue robe de soie émeraude. Ses cheveux bruns dansaient sur ses épaules dorées par le soleil. Son rôle de directrice l'avait transformée, ramenant à la surface sa grâce naturelle et son autorité bienveillante. Julien s'avança, le cœur battant à tout rompre, incapable de retenir ses sentiments plus longtemps. Il lui avoua, d'une voix tremblante d'émotion, qu'il l'aimait follement et la pria d'accepter un véritable rendez-vous galant. Élodie posa délicatement ses mains douces sur les épaules du jeune homme. Elle le regarda avec une tendresse infinie et murmura, avec un sourire malicieux, qu'elle désespérait qu'il le lui demande un jour. Si vous avez vibré avec Élodie et Julien dans les coulisses impitoyables de ce grand restaurant parisien, montrez-nous votre soutien. Laissez un pouce bleu massif, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun drame captivant et dites-nous en commentaire. À la place d'Élodie, auriez-vous pardonné à Antoine et accepté son offre en or ?